Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le Conseil de régulation, de suivi et de développement des filières coton et anarcade, on en parle ce soir. L'émission, l'état des lieux de la production et de la transformation. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur mondial de noix de cajou. La baisse des prix au kilo de la noix de cajou à l'ouverture de la dernière campagne, on en parle également et ça fait l'actualité. Nous avons à vous proposer un élément de reportage signé Siaka Ouattara et on se retrouve juste après. La Côte d'Ivoire, leader mondial des producteurs de la noix de cajou, fait face depuis quelques années à la chute du prix de ce produit. Les producteurs ivoiriens réalisent chaque année un taux de croissance élevé de leur gré. Cependant, ils sont abrités par le désespoir. L'annonce faite le 21 février dernier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière à la faveur de l'ouverture de la campagne de commercialisation 2023-2024 fixe le nouveau prix à 275 francs CFA le kilo bord-champ contre 315 l'année dernière, soit une baisse de 40 francs CFA. La création du Conseil du coton et de l'anarcade en 2013 a suscité beaucoup d'espoir. L'une de ses missions étant l'amélioration des revenus des producteurs et des autres acteurs de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. À noter que les prévisions de production de noix de cajou se situent entre 1 250 000 tonnes cette année contre 1 225 935 tonnes en 2023. 265 000 tonnes de noix brutes ont été transformées en 2023, soit un taux de transformation de 24% contre 224 000 tonnes en 2022. Ces données font de la Côte d'Ivoire le deuxième pays transformateur après le Vietnam et le troisième fournisseur mondial d'amandes de cajou. De retour en studio, campagne de commercialisation 2024 de l'anarcade, on en parle. Quels en sont les enjeux? Et pour ce faire, nous recevons M. Mamadou Berté. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général adjoint du Conseil coton et anarcade. Oui, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce petit élément de reportage, est-ce qu'il synthétise un peu le contexte? Avant tout, je voudrais vous remercier de cette opportunité, le Conseil du coton et de l'anarcade, pour éclairer nos parents sur le secteur de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Effectivement, ce reportage retrace un peu la situation de notre secteur. La production, 1 250 000 tonnes. Le taux de transformation aujourd'hui, on est pratiquement à 24-25%. Et je dirais aussi que nous avons pratiquement près de 450 000 producteurs que nous gérons. Donc je dirais que c'est un bon reportage. Maintenant, pour le prix, on pourra en débattre. On va en débattre, effectivement. Alors, Conseil coton et anarcade. Donc, vous nous avez parlé de beaucoup de tonnage. Oui. Est-ce que cela a subi une évolution avec le temps? Est-ce que par rapport aux prévisions, quand on parle de 2024, on est au-delà ou on est vraiment dans ce qui avait été prévu et anticipé? Écoutez, merci beaucoup. Je pense que cela m'amène à situer un peu l'évolution de cette filière. Et avant la réforme de 2013 sur les filières coton et anarcade, je dirais déjà avec l'avènement du président de la République, Alassane Ouattara, qui a souhaité une réforme des filières coton, anarcade ainsi que le café cacao. Et quand on a eu cette réforme en 2013, je dirais que nous étions entre 450 000 et 500 000 tonnes de noix de cajou. Oui. Et quand vous regardez, après cette réforme, nous avons eu une évolution croissante de notre production. Cela a été possible parce que la réforme a porté ses fruits au niveau de la commercialisation, au niveau du prix qui est donné aux producteurs. Donc, il faut dire que ça a été une réforme salutaire qui a permis d'avoir un boom aujourd'hui. Et donc, je dirais, de 400 000, nous sommes passés pratiquement à 1 250 000 tonnes. Donc, regardez bien l'évolution en termes de production pour pratiquement 10 ans. Donc, je dirais que cette réforme a permis de positionner la noix de cajou au premier rang de producteurs dans le monde. D'accord. Alors, nous, on peut juste apprécier les résultats, mais on comprend bien que pour en arriver à ces résultats, c'est une synergie d'objectifs et de compétences. Quelles sont les missions assignées au Conseil? Comme je disais, la réforme a donné des missions claires au Conseil du coton et de l'anarcade. Auparavant, nous avions l'autorité de régulation du coton et de l'anarcade, l'ARECA,
qui se limitaient seulement à la régulation. Je dis la régulation, c'est, régler les litiges entre les opérateurs, donner des agréments. Seulement, c'est ses missions. Mais quand le président a souhaité cette nouvelle réforme, il a souhaité que le Conseil aille au-delà de ses missions. En plus des régulations, il y a le suivi de tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est transformation et aussi le développement de cette filière. Donc vous comprenez que le Conseil du coton, ce n'est plus une entité qui fait seulement de la régulation, mais qui a en charge tout ce qui peut concourir au développement de cette filière. Et je dirais, il a bien vu. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la commercialisation, il y a une structuration qui a été faite. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de maîtriser de bout en bout toutes les chaînes au niveau de la commercialisation. C'est pareil au niveau de la transformation. Il y a un état des lieux qui a été fait. On a compris que nos opérateurs ici, il y avait un déficit en termes de compétitivité. Il fallait faire des propositions au gouvernement pour y aller. Donc tout cela a permis de mener la filière ANACAD à un certain niveau aujourd'hui, que je pense avec de bons résultats. D'accord. Alors, on va revenir à la base, à l'étymologie. La noix de cajou, l'ANACAD, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on en fait? La noix de cajou, comme vous le savez, c'est un produit, on appelle l'anacadier. Vous avez une coque, vous avez la pomme, et je dirais que la pomme, elle est consommable. Donc, vous pouvez en faire du jus. Et ceux qui sont dans le Nord, pratiquement, je veux dire, nous qui avons vécu dans le Nord, on sait que quand on était tout petit, c'est vraiment cette pomme-là qu'on cherchait pour déguster. Aussi, la partie qui est aujourd'hui beaucoup, je veux dire, sur le marché, c'est peut-être la noix brute, c'est ce que nous commercialisons. Mais, comme je dis, c'est un tout. C'est l'un des produits où pratiquement tout est consommable. Consommable. Je veux parler de la noix, par exemple. Vous avez l'amande qui se trouve à l'intérieur, qui est consommable. Je veux dire, c'est ce que vous voyez dans les supermarchés, mais en même temps, sous plusieurs formes. On peut faire sous plusieurs formes. Mais la coque aussi, vous pouvez prendre cette coque pour faire du combustible. Et il y a un liquide qui sort de cette coque aussi, qui est utilisé, qu'on appelle le cashew nut shell liquide, CNSL, qui peut servir, par exemple, dans tout ce qui est système de freinage des avions, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font avec la noix de cajou. La pomme aussi, vous avez d'autres éléments, les tourteaux de pommes, ça peut servir à l'élément de bétail. Donc, vraiment, c'est un produit qui, quand c'est bien transformé, quand vous allez jusqu'à un certain niveau de transformation fini, vous avez une panoplie de produits finis que vous pouvez sortir. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, donc, on s'illustre premier en ce qui concerne la production de noix de cajou. Oui, aujourd'hui, nous sommes premiers au niveau mondial avec 1 250 000 tonnes, je veux dire, suivi par l'Inde. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 1 250 000 tonnes de noix brutes, nous exportons pratiquement 75%. Vous comprenez? 75% de ces noix à l'extérieur. Donc pour nous, et ça, je reviens encore sur la réforme qui a donné des indications claires pour que nous puissions maintenant structurer notre économie à travers la transformation de ce produit. Et les 25% restants, est-ce que ça suffit pour la consommation locale? Malheureusement, les 25%, je dirais même que c'est moins de 3% de consommation locale. Est-ce que vous comprenez? Parce que les 25% sont je dirais, exportés dans les pays à grande consommation. Je veux dire aux États-Unis, en Europe, les pays du Golfe. C'est vraiment ces pays-là qui, aujourd'hui, consomment ce produit. C'est en cela que nous, au niveau du Conseil du coton et de l'ANACAD, parce que c'est une transformation où vous sortez plusieurs grades de produits. Est-ce que vous comprenez? Il y a des grades qui sont prisés à l'extérieur, mais il y a des grades qui restent, comme nous appelons sous-grades. Il faut trouver, je dirais, innover, trouver des produits finis avec ces grades pour que la consommation locale puisse se développer. Je vous dirais par exemple que vous avez la pâte de cajou aujourd'hui. C'est ceux qui ont déjà consommé la pâte de cajou en forme de sauce sont... voilà. Et c'est pour nous de faire cette promotion pour que en Côte d'Ivoire, on puisse localement consommer ce type de produit. Donc, in fine, ça veut dire qu'on ne doit pas forcément chercher à produire plus, mais on doit transformer plus.
C'est un peu la synthèse? C'est vraiment la seule solution aujourd'hui. C'est la seule solution et c'est ce qui pourra permettre à nos parents de vivre mieux. Je veux dire, d'être mieux rémunérés et aussi de créer une valeur ajoutée. Vous êtes sans ignorer que quand on a une transformation, cela sous-entend que nous avons des usines, nous employons du personnel et malheureusement aujourd'hui, quand nous exportons pratiquement 75%, on crée de la valeur ajoutée dans les autres pays. C'est ça. Ouais. Alors, il y a une annonce qui a été faite qui a particulièrement retenu notre attention. À l'ouverture de la campagne 2024 de la commercialisation de l'Anarcade, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a annoncé que le prix du kilo de 275 francs est passé donc à 275 francs. Or, il était à 315 francs. Donc, 310 et pas 315 ? 315, pardon. D'accord, 315. À la campagne dernière. Donc, quand on fait un calcul rapide, ça nous fait une baisse de 40 francs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact? Et pourquoi c'est le cas? Je dirais, techniquement, ça veut dire qu'il y a l'offre et la demande. Vous comprenez? Aussi, il y a des paramètres de fixation d'un prix. Vous avez un mécanisme de prix et il y a certains paramètres qui, si ces paramètres sont très bons, je veux dire, vous pouvez donner des prix meilleurs. Oui. Mais ce qu'il faut noter, c'est que comparativement à l'année dernière, le prix, parce que nous, notre paramètre, il part d'abord, on trouve le prix CAF. Le prix CAF de l'année dernière est différent du prix CAF de cette année. CAF, qu'est-ce que ça veut dire? Le prix coûte un fret. Ça veut dire que c'est le prix, le produit rendu chez le destinataire avec l'assurance, fret, tout ça. C'est ce prix qui est rendu chez lui là-bas. Donc aujourd'hui, ce prix, l'année dernière, il était à 1145 $. Vous comprenez? Et cette année, nous sommes à 1105 $. Donc automatiquement, vous comprenez qu'il y a une baisse qui va réagir. Mais ce qu'il faut noter, parce que c'est important de dire que nous avons fait le choix, pour l'instant, de fixer notre prix à partir du prix de la noix brute à l'international. On aurait pu, aujourd'hui, partir sur le coût de l'amande. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est important de préciser cela, parce que si nous sommes dans une phase de transition, pour nous, quand on va arriver à un niveau de transformation important, je pense qu'on va changer notre mécanisme de fixation. On pourra s'aligner sur le coût de l'amande qui va maintenant descendre. On va défalquer toutes les charges des différents intervenants pour trouver le prix au producteur. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller, puisque nous avons deux destinataires, que ce soit l'Inde et le Vietnam. Ce sont eux qui prennent nos produits. Nous sommes obligés de voir... Donc les 70% d'exportation, c'est essentiellement l'Inde et le Vietnam. Si vous comprenez. Donc nous sommes obligés de voir quel prix ils accordent à l'origine Côte d'Ivoire, ces deux pays. Donc c'est à partir de là que nous disons le prix CAF, Inde, origine Côte d'Ivoire, il est coté à tel niveau en Inde, il est coté à tel niveau au Vietnam. Et nous maintenant, on ressort toutes les charges des différents intervenants de la filière. Et les différents intervenants, comme vous savez, il y a le producteur même, il y a l'acheteur, il y a le traitant, et il y a aussi exportateur ou industriel. C'est tout un mécanisme qui est fait, mais ce que je peux dire, c'est un processus aussi qui est long, mais qui nous permet d'avoir toutes les assurances avant de fixer un prix. Pour revenir sur le processus, je dirais que tout part d'abord des opérateurs entre eux. Aujourd'hui, nous avons une interprofession au sein de la filière Anarcade. Donc, ce sont ces opérateurs qui se réunissent, vous comprenez, et qui, après analyse en interne, ces opérateurs font une proposition au Conseil du coton de l'Anarcade que nous sommes. Nous sommes le relais entre, je dis, l'interprofession et l'État. Nous, à notre niveau, nous analysons ce que l'interprofession nous a proposé et nous faisons notre analyse critique là-dessus. Et nous aussi, on porte d'abord les premières résolutions au niveau de notre conseil d'administration qui va statuer là-dessus. Et après ce niveau, le conseil d'administration, le directeur général du conseil du coton de l'Anarcade, qui porte maintenant les résolutions du conseil d'administration, va au niveau du ministre d'État. Là, c'est pour le process. Mais une question
simple. Hein. Dès l'instant où on est premier producteur mondial, dès l'instant où, avec ce contexte-là, on aurait pu penser qu'on avait quand même les coudées franches en ce qui concerne la fixation des prix. Alors, dès l'instant où certains pays dépendent donc de notre exportation, qui représente 70% de notre production, pourquoi est-ce que on fait des baisses là où on pensait pouvoir maintenir ou augmenter le coût? Je dirais que vous avez une analyse parfaite de cette situation. Effectivement, aujourd'hui, c'est 40% pratiquement à la Côte d'Ivoire, 40% de part de marché. Est-ce que vous comprenez? Donc, on pourrait dire que nous, pourquoi on ne pèse pas dans la décision? Mais aujourd'hui, comme je vous disais, nous avons pratiquement 1 250 000 tonnes. Nous avons 25% en termes de transformation. Nous avons 2 pays seulement comme destinataires. Vous comprenez que parfois, c'est vrai, vous êtes détenteur du plus gros volume, mais en même temps, vous avez toute une, je vais dire, plus de 450 000 producteurs à protéger. Mais dès l'instant où ceux qui doivent s'approvisionner dans votre pays ne jouent pas le jeu, vous imposent des prix, c'est vrai, vous avez des stratégies que vous pouvez mettre en place, mais ce n'est toujours pas évident. C'est pour cela que nous sommes dans une période, je vais revenir encore là-dessus, pour moi, c'est une période de transition. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils ont peut-être la possibilité de jouer avec les prix, mais je pense que bientôt, quand les donnes vont changer au niveau de la transformation, c'est nous qui allons peser véritablement sur le marché. Donc pour l'instant, on essaie d'échanger avec eux, trouver le bon mécanisme pour que ces prix qui sont fixés, parce qu'en réalité aussi, ils ont besoin de notre produit. Ils ont nécessairement besoin de notre produit. Quand vous prenez l'Inde ou bien le Vietnam, ils ont une capacité de transformation et ils vont peut-être effectivement s'approvisionner à travers leur production locale, mais le gap, ils sont nécessairement obligés de venir en Côte d'Ivoire. Mais toute cette stratégie, je pense que tout va se dénouer quand nous aurons un niveau de transformation adéquat pour jouer vraiment aussi pour peser. Vous l'avez dit, niveau de transformation adéquat, quelle est la situation qui prévaut en ce qui concerne l'industrie de la transformation de la noix de cajou, puis quelles sont les perspectives? Aujourd'hui, je pourrais dire qu'au niveau de la transformation, il y a un gros travail qui a été fait. Et là encore, cela m'amène à remercier le chef de l'État qui s'est impliqué fortement dans cette filière et à travers lui et son gouvernement. Parce que si vous regardez, bien avant la réforme, nous étions pratiquement à 40 000 tonnes, 47 000 tonnes à peu près de transformation de noix de cajou. Aujourd'hui, nous sommes à 265 000 tonnes. Moi, très sincèrement, nous, au niveau du Conseil du coton et de l'Arcade, on donne ces chiffres avec... c'est vrai que nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais nous disons qu'il y a un gros travail qui a été fait. Je prends seulement un des gros pays producteurs aujourd'hui de l'Anacate, des voisins, qui ont pratiquement toute leur production ne valent même pas 250 000 tonnes. Vous comprenez? Mais nous, aujourd'hui, on arrive à transformer tout. 265 000 tonnes en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un gros travail qui a été fait. Sans oublier que la technologie de cette industrie ne vient pas de chez nous. C'est une technologie qui est pratiquement, je dirais, qui vient du Vietnam, qui vient de l'Inde. Mais malgré cela, on a vraiment bougé les lignes. Mais cela est dû nécessairement aux mesures incitatives que le gouvernement a voulu mettre en place au profit de nos transformateurs. Et ça, je pense que c'est dans nos projections. 2024, nous pensons atteindre 320 000 tonnes de transformés, et ainsi de suite. Et je pense que dans les 3 années, nous serons pratiquement à plus de 500 à 600 000 tonnes. Si on réussit cela, j'avoue que tout ce dont on parle aujourd'hui, en termes de difficultés de fixation de prix, en termes de mécontentement de ces prix, tout cela pourra trouver une solution. Une baisse de 40 francs par kilo, pour avoir un élément de comparaison, de mesure, qu'est-ce que ça représente comme déficit ou bien comme déconvenu pour un producteur? Non, en termes de déconvenu, c'est clair que à la fin de la journée, le producteur, s'il devait recevoir, je dis n'importe quoi, 2 millions de francs, il ne va plus recevoir 2 millions.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une campagne de commercialisation de noix de cajou, elle n'est pas identique. Ce sont des campagnes qui se suivent. Je vous disais tantôt, le marché international influe sur le prix qui est fixé à la fin. Aujourd'hui, vous avez des crises un peu partout. Vous avez les pays qui consomment les amandes, comme je disais, c'est les États-Unis, c'est vraiment l'Europe, je dirais les pays du Golfe. Mais l'inflation fait qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est la priorité qui est mise en avant. C'est peut-être comment je paye mes factures d'électricité, tout ce qui est produit qui peut venir comme produit juste pour des apéritifs, ça change. Est-ce que vous comprenez? Donc, la consommation n'est plus très forte, je veux dire, au coût d'achat. Pour nous, c'est vrai, il y a une difficulté, mais il fallait, en termes de déconvenus, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons pris les devants pour que ce prix qui est fixé, il soit connecté au marché. Pourquoi? Si le prix n'est pas connecté au marché, ce qui peut arriver, c'est qu'on n'aura plus d'opérateurs qui vont venir pour acheter les produits de nos parents. Les produits vont rester entre les mains des parents et, in fine, c'est des prix même très bas, je veux dire, qui seront proposés à ces parents. Ils seront obligés de brader, en fait. Ils seront obligés de brader. Donc, autant fixer un prix qui est réaliste et la compétition sur le terrain fera monter ce prix. Je rappelle que c'est un prix minimum que nous donnons. On peut aller au-delà si le marché répond, mais on ne peut pas aller en dessous parce que nous avons fait toutes les analyses pour que ce prix il soit connecté au marché. Voilà ce que je peux dire sur cette question. D'accord. Alors, quels sont vos derniers propos? Nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Je dirais que c'est vrai que c'est toujours pas facile d'avaler parfois des décisions, surtout sur les prix de produits de base. Parce que pour un producteur qui a pratiquement travaillé, qui a fourni beaucoup d'efforts, et quand on connaît la configuration de nos localités, comment la récolte se fait, où des parents peuvent tout laisser, prendre des manœuvres pour venir les aider dans la récolte, c'est vraiment des efforts inestimables que ces parents fournissent. Et quand on vient leur proposer des prix, j'avoue que parfois, c'est toujours pas facile pour nous-mêmes d'abord, parce que pour nous, notre premier leitmotiv, c'est le bien-être de nos parents producteurs. Donc, si aujourd'hui on avait la possibilité de fixer un 500 francs comme prix, mais c'est clair qu'on allait fixer ce prix. Les premiers, c'est d'abord le président de la République, il serait satisfait, et tous ceux qui sont dans le processus seraient satisfaits. Mais c'est en réalité parce qu'on n'a pas la possibilité. D'accord. Et ce qui est réel aujourd'hui, c'est ce prix que nous avons donné comme prix minimum. Mais ce que je peux garantir, c'est que le Conseil du coton et de l'anacarde met tout en œuvre pour que ce prix ne soit respecté et qu'on puisse aller graduellement à la hausse de ce prix. Alors, nous avons bien compris que c'est lorsqu'on va parler de transformation, quand on va accroître la capacité de l'industrie de la transformation, qu'il y aura une latitude meilleure pour que les prix remontent. Mais à quand cette autonomie en ce qui concerne la transformation? Ce sera ma dernière question. Non, déjà, pour répondre à votre dernière question, permettez que je lance un appel à nos parents encore. C'est important pour nous parce que tout ce qui est en train tout ce qui véhicule des informations fausses, par exemple pour dire que le prix c'est pas le bon prix, je dirais que nous, au sein du Conseil du coton et de l'anacarde, c'est d'abord comme je l'ai dit tantôt, c'est le bien-être de nos parents producteurs. Et je peux garantir que ce prix, le président de la République a donné instruction pour que ce prix soit respecté sur toute la campagne. Et je leur demanderai de vraiment comprendre qu'on n'avait pratiquement pas la possibilité de donner un meilleur prix pour cette campagne, mais en même temps, il faut qu'eux-mêmes, en leur sein, ils puissent nous aider aussi. Si évidemment, il y a un acheteur véreux qui vient et qui propose en dessous, il faut qu'il soit dénoncé. Il faut que nous, nous avons des comités de veille sur le terrain, on va faire notre part, mais il faut qu'ils nous aident aussi à traquer tous ceux qui vont s'adonner à des pratiques déloyales du marché.
Pour rebondir sur votre question, qui est la question du délai, du timing pour arriver à un bon niveau de transformation, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un bon élan. Nous sommes dans un très bon élan même. Vous avez aujourd'hui des zones d'industrialisation dédiées à la Dakar qui ont été conçues par le Conseil du coton de la Dakar. C'est rare de voir ça dans une filière. Nous avons une plateforme à Korogo, nous avons une plateforme à Bondoukou, une plateforme qui va sortir bientôt à Séguéla. Nous appelons les investisseurs, mais aussi tout ce qui est mesures législatives que l'État met aujourd'hui en place, c'est pour qu'on arrive à un certain niveau de transformation. Je peux vous garantir que les investisseurs qui viennent ont compris que le salut pour avoir une meilleure rémunération, une meilleure qualité, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'en termes de... quand tu veux transformer votre produit ici, pour aller sur les États-Unis ou bien l'Europe, c'est plus facile pour vous. En termes de timing, en termes de durée du transit, c'est plus facile que de transformer en Asie, par exemple. Donc, tout est réuni pour que nous puissions atteindre un bon niveau de transformation. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Monsieur Mamadou Berté, vous êtes directeur général adjoint du Conseil Coton et Anarcade. Madame, monsieur, bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis.